Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, les États-Unis s'en mêlent pour une solution définitive à cette crise. Le président Donald Trump y tient, il a annoncé lors d'une interview accordée à la presse. Alerte à la maladie d'anthrax au Nord Kivu. Cette maladie, autrement appelée maladie du charbon, dont les échantillons sont sous examen. L'annonce a été faite par la division provinciale de la santé lors d'un point de presse tenu à Butembo. Les embouteillages à Kinshasa, on ne le dira jamais assez. À la place Kintambo Magasin, l'autorité urbaine décide de délocaliser les arrêts des motos. Du coup, c'est la cacophonie chez les motards. Bienvenue dans cette édition du journal. Tournée diplomatique du vice-premier ministre belge Maxime Prévost en Afrique. Après l'Ouganda et le Burundi, Maxime Prévost séjourne depuis ce dimanche en République démocratique du Congo. Des précisions dans cet élément que nous propose Tichik Sambi. Le vice-premier ministre belge Maxime Prévost poursuit sa mission diplomatique dans le Grand Lac. Après des étapes en Ouganda et au Burundi, il est arrivé ce dimanche 27 avril à Kinshasa pour une série de rencontres axées sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé les diplomates belges. Cette visite s'inscrit dans une tournée régionale entamée le 25 avril qui vise à contribuer une solution durable au conflit à l'est du pays. Selon un communiqué officiel, le chef de la diplomatie belge entend soutenir les efforts de médiation en cours, consolider les relations bilatérales et témoigner de la solidarité de la Belgique envers les populations affectées par les violences. Maxime Prévost devrait rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi pour évoquer notamment les mécanismes de dialogue en cours, le projet de coopération en cours de financement et les initiatives diplomatiques belges dans les enceintes internationales. Rappelons que cette visite intervient quelques jours après la signature à Doha d'un accord de trêve entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 et après la signature à Washington d'une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Le président américain Donald Trump a, dans une interview accordée à une journaliste aux États-Unis, salué les avancées vers la paix dans les conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Par la même occasion, il a annoncé un investissement de plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito, destiné à faciliter le transport des minerais depuis l'Afrique centrale vers les marchés internationaux. Suivez cet extrait choisi par Jean-Émile Singa. We have 6 ones. Yeah, Mr. President, you just share on your social media. Monsieur le Président, vous venez de partager sur les réseaux sociaux une excellente nouvelle pour l'Afrique. Pouvez-vous en dire plus aux Africains? Tout le monde est ravi. Oui, je crois que nous avons d'excellentes nouvelles à venir concernant le Rwanda et le Congo. Et je pense que la paix va s'installer au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays aux alentours. Et ce serait parfait. Nous espérons donc que cela se produira. Votre administration investira également plus de 6 milliards de dollars dans les corridors Angola-Nubuto
qui permettra de transporter les minéraux essentiels du Congo, de l'Angola et de nombreux pays. Nous verrons cela comme une bonne chose et nous veillerons à ce que cela reste pacifique. Nous allons le maintenir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Direction la province du Nord Kivu où la division provinciale de la santé et DPS antenne de Butembo alerte la population sur la maladie de l'anthrax. Au cours d'un point de presse tenu à Butembo, eh bien, la division provinciale de la santé alerte la population sur cette maladie et rassure que des échantillons sont déjà sous examen. On écoute dans ces propos recueillis par Delphin Sindane. C'est ça. Dans ce rendez-vous avec la presse au bureau de la DPS antenne de Butembo, le chargé de communication a fait une mise au point par rapport à ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux et même relayé par certains médias au sujet de l'apparition des cas de l'anthrax en territoire de Lubero au Nord Kivu. À en croire M. Mumbere Luavo, tout part d'une bête morte dans une ferme à Lubero. Ceux qui avaient manipulé et même consommé de la dite viande avaient présenté certains signes et ont été pris en charge par le personnel soignant. Leurs échantillons ont été prélevés et les résultats ne sont pas encore rendus publics pour qu'on confirme réellement qu'il s'agit de l'anthrax. Si on ne parvient pas à dire qu'il s'agit de telle maladie, c'est que tous les éléments ne sont pas encore rassemblés pour qu'on parle réellement de l'anthrax. On a eu à prélever des échantillons auprès de tous ces cas suspects. On attend toujours les résultats. L'anthrax, c'est une maladie infectieuse qui touche principalement les animaux herbivores, dont les bovins, les caprins et les ovins, mais aussi qui peut affecter l'être humain, surtout dans le contexte professionnel. Au cours de ce même rendez-vous, la DPS antenne de Butembo a appelé la population au respect de mesures hygiéniques car la Mpox est toujours active dans la région. La journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail est célébrée le 28 avril de chaque année, portée par l'Organisation internationale du travail, un événement qui vise à promouvoir des environnements professionnels sûrs, notamment sur la salubrité et respectueux des droits fondamentaux de chaque travailleur partout dans le monde, et ce que prévoit la loi congolaise pour la santé et la sécurité au travail. Dani Boutele, juriste et analyste politique, nous en parle dans un reportage signé Joseph Ngoma et Renaissance Kinfuta. Le 28 avril de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Une journée portée par l'Organisation internationale du travail. Cet événement vise à promouvoir un environnement professionnel sûr, salubre et respectueux des droits fondamentaux de chaque travailleur partout dans le monde. En République démocratique du Congo, cette journée suscite beaucoup d'inquiétudes sur le non-respect de la sécurité des travailleurs. C'est ainsi que Dani Boutele, juriste et analyste politique, explique ce que la loi prévoit pour la santé et la sécurité au travail. C'est une journée spéciale pour les travailleurs d'abord, que nous sommes. L'État nous a honorés et nous devons vraiment commémorer cette journée. La loi 015-2002 du 16 octobre 2002 prévoit des dispositions de protection complémentaires au régime général de sécurité sociale. Et il y a des failles dans cette loi ici chez nous au Congo, c'est-à-dire le régime général de sécurité sociale en RDC n'accorde pas des affiliés les soins de santé en cas d'accident ou de maladie non professionnelle, c'est-à-dire hors du service. C'est compliqué pour nous les fonctionnaires de l'État. Donc nous demandons maintenant à l'État congolais de revoir les dispositions. Comment sécuriser les employés, comment sécuriser les fonctionnaires au cas d'accident hors travail. Puisque la loi, normalement la loi prévoit ça. Mais nous, notre assureur, les entreprises d'assurance ne sécurisent pas leurs affiliés. On ne sait pas, ça à l'État maintenant de s'organiser, de revoir. Notez que chaque année, de nombreuses personnes perdent leur vie suite aux accidents du travail.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika où l'administration provinciale a lancé récemment le recrutement des agents des services publics provinciaux. Plus de 6 000 candidats ont passé le test sur initiative du gouverneur Christian Kitungwa. Le go a été donné par la ministre provinciale de l'Emploi et de la Fonction publique. Bénédicte Ndebe pour le commentaire. Environ 6 000 candidats se sont mobilisés dans l'ensemble de la province de Tanganyika pour participer au test de recrutement des agents des services publics provinciaux, notamment la direction provinciale des impôts, la direction provinciale non fiscale, la coordination provinciale de péage, ainsi que la direction provinciale d'antifraude. Une initiative du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, dont l'un des objectifs majeurs est de réduire le taux de chômage, particulièrement au sein de la jeunesse. S'inscrivant dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi, ce test vise à sélectionner des profils compétents en vue de favoriser l'émergence de la province. C'est la ministre provinciale en charge de l'emploi et de la fonction publique, Faïda Muguiza Isabelle, qui a donné le go à l'université de Kolwezi. Ceci répond à la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Christian Kitungwa Muteba, qui voulait qu'il y ait égalité des chances sur le plan professionnel. Je suis également ministre de l'Emploi et pour moi, c'est vraiment un honneur d'organiser aussi ces concours qui va justement nous permettre de résoudre aussi le problème de chômage. Je vous souhaite bonne chance. La patronne de la fonction publique du Tanganyika a fait la ronde des salles, accompagnée du directeur provincial de la fonction publique. Question de s'assurer des conditions optimales et du climat serein dans lesquels s'est déroulé cet événement mémorable pour la province. Le sérieux constaté dans l'organisation de ce concours n'a pas laissé indifférents les candidats. J'étais suffisamment préparée à ces concours. Je salue l'initiative parce que ça permet aussi aux jeunes qui ont vraiment la capacité d'apporter quelques solutions dans l'administration fiscale ou dans l'administration publique. Le test était aussi favorable, dans le sens que les gens ne s'attendaient même pas à ce genre de questions. Mais sinon, nous félicitons notre gouverneur Kitungwa parce qu'il compte réduire le taux de chômage, ce qui est le point envisageable par la population. Les postes au sein de l'administration provinciale, jadis empreints de politisation depuis l'instauration de la province du Tanganyika, connaissent un profond bouleversement. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, ennemi farouche du clientélisme, a réussi à démanteler un système qui a longtemps entravé le développement de la province. Revisitation du cadre organique du ministère de la formation professionnelle. Cette réforme est imminente pour donner du contenu et de la valeur à chaque structure de ce ministère dans le but de se conformer à la vision actuelle de ce portefeuille du gouvernement. Et pour y arriver, un atelier est prévu en mai prochain, atelier au cours duquel plusieurs directeurs et inspecteurs provinciaux seront réunis, ainsi que les cadres de l'administration centrale. Maître Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, en a discuté avec près de 40 cadres provinciaux par visioconférence au cours d'une réunion qu'il a présidée depuis son cabinet à Kinshasa. Suivez. Le samedi 26 avril 2025, le ministre de la formation professionnelle, comme dans ses habitudes, était de service. Cette fois, pas sur terrain, mais dans son cabinet de travail pour présider une importante réunion par visioconférence avec les directeurs et les inspecteurs provinciaux de sa tutelle. À cette réunion organisée exclusivement à l'intention des PROVED, IPP et DIPRO SENACPF, le service national de contrôle des effectifs et éléments de paye du personnel enseignant et formateur du ministère. Ils étaient au nombre de près de 80, à l'exemple de ceux du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Maître Marc Ekila Likombo était lui entouré de son directeur de cabinet, le pasteur Odon Saïdi et quelques conseillers sectoriels, y compris en ligne les hauts cadres de l'administration centrale, dont la secrétaire générale, l'inspecteur général et le directeur national du SENACPF. L'objectif était d'abord une prise de contact et leur mettre ensuite au parfum, sans louper un seul détail, des réformes qu'il a initiées depuis son avènement à la tête de ce portefeuille du gouvernement auquel le chef de l'État tient énormément en vue de lutter contre le chômage de jeunes en RDC au sein du gouvernement souminois.
Au nombre des réformes importantes figurent la révisitation du cadre organique, la création de registres des formateurs, ainsi que la création des registres des formateurs de la formation professionnelle. En rapport avec la révisitation du cadre organique qui est très attendue, dans sa politique, Maître Marc Ekila veut l'implication de tous dans la réflexion devant aboutir à cet objectif pour donner ensemble du contenu et de la valeur à chaque structure du ministère dans le but de se conformer à la vision actuelle du ministère, a indiqué le ministre assez haute. Aussi, le ministre de la Formation professionnelle a annoncé l'organisation d'un atelier à Kinshasa au mois de mai, atelier qui va réunir les responsables provinciaux et centraux. Il a donc été abordé plusieurs questions dans l'orientation des métiers tenant aussi compte de la spécificité des provinces, l'échelonnement des niveaux de formation, la problématique des normes et certifications des formations, aussi le statut du personnel engagé par les coordinations. Les participants à cette réunion ont aussi soulevé plusieurs préoccupations qui ont trouvé les réponses attendues, à l'exemple de la question de salaire, primes et infrastructures à leur grande satisfaction. À noter que le ministre de la Formation professionnelle et les responsables provinciaux des services de la formation professionnelle ont convenu de la tenue de cette réunion une fois par mois en vue de consolider les orientations tendant à permettre au ministère de réaliser pleinement ses missions. Suite aux embouteillages et désordres récurrents sur le rond-point Kintambo Magasin, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a décidé à partir de ce lundi de disperser les motards et chauffeurs de taxi. Malheureusement, cette décision n'a pas été totalement respectée par ces derniers et pour cause, le manque d'arrêt d'après certains motards rencontrés sur place. Jean-Émile Senga était présent et a fait le constat. Dans sa lutte contre les embouteillages et les désordres, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a décidé de disperser marchés pirates et conducteurs des automobiles qui envahissent les ronds-points de magasins Kintambo, causant ainsi des embouteillages monstres. Curieusement, cette décision n'a pas été totalement respectée. La cause, c'est le manque d'endroits et d'arrêts où parquer, font savoir certains motards rencontrés sur place. Pour eux, l'ONATRA ne pourra pas contenir toutes les motos de Kintambo. Ils invitent les autorités provinciales à revoir leurs décisions. Présentement, nous n'avons pas d'arrêt. Nous achetons les quittances. Curieusement, nous n'avons pas de parking. D'ailleurs, l'ancien gouverneur Gentini Ngobila nous avait laissé un arrêt. Aujourd'hui, cet endroit est bien fermé. Nous n'avons plus où aller. Nous n'avons pas de parking. Le terrain de l'ONATRA ne saura pas contenir ou accueillir tous les motards. Que le gouverneur revoie comment c'est décidé autrement. Selon le gouverneur, la meilleure façon de stopper les désordres dans ces coins de la ville, c'est pousser motards et chauffeurs de taxi à parquer dans l'enceinte de la concession de l'ONATRA. Ceci pour apporter un soulagement qui s'y observe surtout aux alentours de l'avenue OUA et même la station Total. Seule l'applicabilité de cette mesure pourra tant soit peu limiter le désordre et réduire les embouteillages dans cette partie de la ville. Et puis, l'honorable Claude Kumpel, président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, a regagné Bandundu-Ville après un séjour de travail à Kinshasa. Face à un accueil chaleureux lui réservé, il a invité la population à l'unité et à faire confiance aux députés provinciaux pour le développement du Kwilu. Il a également rendu hommage au président de la République, Benoît Degrovdal. C'est par cet accueil délirant que le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Maître Claude Kumpel Mpassi, regagne la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, après son bref séjour à Kinshasa. Au pied d'avion, il est accueilli par tous les membres de son bureau avant d'être noyé dans cette foule en liesse qui l'oblige à faire le pied.
Chemin faisant, au rythme de la fanfare, danse et cris de joie, tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée et toute la population de Bandundoville témoignent leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en remerciant tous les députés provinciaux pour le choix d'un Claude Kumpel, rassembleur de tous les Kwilois pour une assemblée provinciale très active. Au point de chute, le speaker de l'organe délibérant du Kwilu remercie la population pour cet accueil tout en appelant les Kwilois à faire confiance à tous les députés provinciaux de cette nouvelle législature. À la population, je demande de nous faire confiance, de collaborer avec nous, de nous appuyer, de nous soutenir pour qu'ensemble nous puissions faire du travail pour l'intérêt de la population. Notez que Maître Claude Kumpel Mpassi, président de l'organe délibérant du Kwilu, signale qu'en attendant l'investiture du nouveau gouvernant élu, l'Assemblée provinciale du Kwilu est déjà au travail pour le développement intégral de la province quartier latin de la RDC. Et puis à Bunia, l'émotion est immense après la disparition de Yang Bi, une étoile montante de la musique congolaise, de la ville entière, qui s'est arrêtée pour lui rendre, toute la ville entière plutôt, s'est arrêtée pour lui rendre un dernier hommage ce lundi. C'est un reportage de Vérité Johnson. Suivez. En position fixe. Bunia en deuil, ils sont venus par centaines, proches, fans, autorités, pour dire on dit à Yang Bi, retrouvé mort dans sa chambre le 18 avril dernier. À 28 ans, il s'apprêtait à monter sur scène pour un concert de paix le 20 avril. L'espace vers Rampoville s'est transformé en lieu de recueillement. Gerbes de fleurs, prières, larmes, l'émotion est à son comble. Et aujourd'hui, ça nous fait mal au cœur de se retrouver pour te rendre notre dernier hommage. Au nom de tous les artistes et musiciens, nous te disons, reste une paix si amie. Merci. Le maire de la ville, organisateur du concert d'épée, se souvient d'un artiste au flow unique et ambassadeur de la musique itourienne. Nous pouvons retenir l'incarnation d'une imagination et une créativité qui lui ont frayé un chemin afin d'imposer son nom comme l'un des piliers de la scène musicale de la région, notamment en Ituri et à l'extérieur. Au-delà des frontières de l'Ituri, il fit briller sa province au festival Aman de Goma. La conseillère du gouverneur chargée de la culture a également souligné l'engagement artistique de Yang Bi, qui partageait sa carrière entre Bunia et Goma. Jeunes et vieux, artistes et anonymes, tous saluent une étoile trop vite atteinte. Les cortèges funèbres s'ébranlent, direction les cimetières de Nyamurongo. Dans une ville paralysée par les chagrins, Bunia rend hommage à celui qui, lui aussi, faisait vibrer le cœur. Yang Bi repose désormais à jamais, mais sa musique continue de résonner. Yang Bi! Ah, basikudanganya. Sibache bakudanganya. Basikudanganya. Sibache bakudanganya. Basikudanganya. Sibache bakudanganya. Voilà, l'artiste ne meurt jamais, bravo l'artiste. En dehors de nos frontières, le bilan de la puissante explosion qui a secoué samedi dernier le plus grand port de l'Iran ne cesse de s'alourdir. Des chiffres fournis ce lundi par les autorités font état de 46 morts et près de 2000 blessés. De son côté, le ministère de la Santé appelle les quelques 650 000 habitants de la ville à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre en raison des possibles fumées toxiques. Abel Kondé nous en parle. 2 jours après l'explosion survenue au port Saïd Rajaï, le plus grand de l'Iran, les flammes continuent de sévir. Chaque jour qui passe, le nombre de personnes tuées ne cesse d'accroître. Ce lundi, un responsable de l'agence officielle iranienne a annoncé que le bilan s'élevait à 46 morts,
après un précédent faisant état des 40. La même source a indiqué que 1072 blessés ont pu quitter l'hôpital et 138 sont toujours hospitalisés. Ce même lundi, la télévision d'État a laissé entendre qu'après la maîtrise de la situation, suivra la phase de nettoyage du site et d'évaluation des dégâts. Le ministère de la Santé a appelé les quelques 650 000 habitants de la ville à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre en raison des possibles fumées toxiques. Un appel au don de sang a été lancé par les personnes blessées. L'Iran, pays d'Asie de l'Ouest, est souvent victime d'explosions. En début de ce mois d'avril, l'explosion d'une mine de charbon a fait plusieurs morts. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous. Belle entame de semaine à tous et bienvenue à cette première livraison de l'actualité via les journaux parus ce lundi 28 avril à Kinshasa. On l'ouvre avec le quotidien qui titre à sa une « Déclaration des principes, le satisfecit de Thérèse Kayikwamba ». La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé le 25 avril dernier à Washington une déclaration de principes sous la facilitation des États-Unis d'Amérique en présence de Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, renseigne le journal. Cette cérémonie, à l'initiative des USA, marque un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le confrère rapporte que dans son allocution, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a salué la déclaration comme une étape significative vers la paix, tout en soulignant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse, sécurité d'abord, confiance ensuite et coopération en dernier ressort. Déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali à Washington, paix des braves ou dindon de la farce, titre à son tour la référence plus. Le média révèle que la déclaration des principes signée le 25 avril ne constitue pas encore un accord de paix complet, mais fixe les grands principes d'un futur traité. Selon le texte publié par le département d'État américain, Kinshasa et Kigali s'engagent avant tout à respecter mutuellement leur souveraineté et intégrité de leurs frontières. Par ailleurs, les deux pays affirment vouloir résoudre pacifiquement leurs différends et s'abstenir de toute ingérence interne réciproque. La déclaration prévoit aussi l'arrêt du soutien aux groupes armés non étatiques, à savoir l'AFC M23 pour le Rwanda et les FDLR pour la RDC. Sur le plan économique, poursuit le journal, Kinshasa et Kigali promettent de renforcer l'intégrité régionale, notamment en encadrant l'exploitation conjointe des richesses naturelles et en accroissant la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques. Ils ambitionnent ainsi d'attirer les investisseurs mutuellement bénéfiques, en particulier américains, pour transformer l'économie des Grands Lacs. Enfin, la déclaration vise à faciliter le retour sûr des réfugiés et déplacés dans leur région d'origine, rappelant qu'environ 100 000 Congolais vivent en exil au Rwanda, note le média. Évoquant le même sujet, le tri-hebdomadaire Africa News, pour sa part, s'intéresse aux facilitateurs de cette déclaration de principe. Les USA et titre à sa une, Kinshasa vs Kigali. Trump s'implique pour la première fois. C'est pour la première fois que le dirigeant américain se prononce et évoque en public son implication personnelle dans les efforts tendant à résoudre la crise entre Kinshasa et Kigali, fait savoir le média. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a déclaré, je cite, « Des grandes nouvelles en provenance d'Afrique, où je suis également impliqué dans le règlement des guerres et de conflits violents.
Je ne sais pas pourquoi tant de ces événements me reviennent, à moi et à mon administration, mais c'est le cas. Et nous avons accompli un travail sans précédent pour les régler et les mettre en position pour la paix. Restez connectés. Fin de citation. Une semaine pour trouver le chemin de la paix, c'est ce que révèle la manchette à sa 3e page. Le tri-hebdomadaire précise que le Rwanda et la RDC se sont donnés jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix, selon une déclaration signée par les 2 pays à Washington avec le secrétaire d'État américain. Dans le détail, le Rwanda et la RDC ont convenu de créer un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai prochain. Pendant ce temps, dans une annonce mercredi, le gouvernement congolais et le groupe anti-gouvernemental M23 qui mène des pourparlers au Qatar ont publié pour la première fois une déclaration conjointe dans laquelle ils disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve, souligne le journal. Bouclons cette revue de presse avec le journal qui revient sur le rapport publié par l'IGF concernant les finances publiques et titre à sa 4e page « Finances publiques, ultimatum pour 11 717 opérateurs économiques identifiés sans adresse ou activité déclarée ». Le média informe que dans les cadres de la fiabilisation du répertoire général des contribuables, l'IGF, Inspection générale des finances, a détecté un total de 11 717 opérateurs économiques considérés comme sans adresse connue ou sans activité déclarée. Ces derniers sont en réalité actifs et ont été retracés dans les relevés des comptes actifs produits par les banques commerciales, soit parce qu'ils sont bénéficiaires des contrats de sous-traitance. Face à cette situation, le ministère des Finances a fixé une échéance ferme au 5 mai pour la régularisation des dossiers fiscaux de ces opérateurs. Aussi, dans ce même rapport de l'IGF, à lire à la 5e page du quotidien, il ressort de cet audit 155 605 agents payés disposant des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paye. 53 329 agents disposant à eux seuls plus d'un numéro matricule dans le fichier avec le même nom. 93 356 agents partageant un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. 43 725 agents sont payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. 961 agents chargés du traitement de la paye se trouvent sur les listes de paye de plusieurs ministères. Plusieurs d'entre eux sont sur plus de 15 listes de paye. Le manque à gagner mensuel subi par le Trésor est estimé à 148 999 759 450,95 CDF par mois. D'ores et déjà, certains cas d'irrégularité manifestes font l'objet d'une désactivation, précise le communiqué. Le document souligne également que la liste de 971 agents chargés du traitement de la paye impliqués dans le réseau mafieux sera transmise aux instances judiciaires. Ce même communiqué de presse annonce que sur instruction du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, l'inspection générale des finances va poursuivre avec l'inspection générale de l'administration publique le travail de nettoyage du fichier des effectifs des agents de l'État. C'est tout pour cette lecture des journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.